Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise. Chers téléspectateurs, je suis très ravi de vous retrouver pour cette 36e édition de Business Challenge. Déroulons tout de suite le menu de cette édition. Dans la rubrique événements, nous parlerons du classement Doing Business, notamment de comment le rapport Doing Business est confectionné et quels sont les paramètres qui sont pris en compte pour réaliser le rapport Doing Business. C'est à l'issue d'une rencontre entre les acteurs du public, du privé et aussi les cadres de la Banque mondiale au niveau du bureau Niger de la Banque mondiale. Notre rubrique Grand Angle reçoit cette fois-ci un acteur de la sécurité privée. Il s'agit du fondateur de l'école EFOPRIMES. Il vient nous parler de la formation professionnelle dans le domaine de la sécurité privée et de son impact sur l'amélioration de l'employabilité des acteurs du secteur. Vous savez que le domaine de la sécurité privée, aujourd'hui encore d'ailleurs, est considéré comme plus ou moins précaire. Alors cette formation professionnalisante lancée par EFOPRIMES vise justement à changer la donne, à mieux professionnaliser et améliorer les conditions de travail des professionnels de la sécurité. Parler de la sécurité et de son lien avec l'économie est quand même important. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, d'ailleurs, un grand événement culturel et économique, le FIMA, a été reporté pour des raisons de sécurité. Et justement, c'est l'occasion d'analyser les tenants et les aboutissants des questions liées à la sécurité et en lien aussi avec l'émergence d'un marché de la sécurité privée au Niger. Nous disons aussi à travers cette édition à notre cher ami Al-Fadi, tout le soutien que nous lui apportons aussi dans ces initiatives. Nous savons que ce n'est pas facile. Quand un grand événement de cette nature est reporté, ça a des conséquences et des coûts énormes à assumer, à la fois des coûts économiques, mais aussi des coûts en termes d'énergie humaine, en termes de temps de travail. Et pour tout cela, nous encourageons Al-Fadi à garder le cap, à résister, et nous savons que la nation entière le soutient. Al-Fadi, nous sommes avec vous. En fin d'émission, nous vous proposons dans notre rubrique Opportunités Initiatives une rencontre entre la Direction générale des impôts, le Centre de gestion agréé et les patrons des PME. Cette rencontre vise à sensibiliser les PME sur les questions liées au civisme fiscal. Alors, les PME et le civisme fiscal, un grand débat, un grand sujet du moins qui nécessite bien sûr qu'on fasse le détour et vous retrouverez cette thématique en fin de cette édition. Merci d'être en compagnie de Business Challenge. À tout de suite. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette rubrique Analyse de Business Challenge. Dans cette analyse, nous allons vous parler du classement Doing Business et des évolutions récentes qui sont en cours au niveau du classement Doing Business. Alors déjà, le mardi 1er décembre 2015, le bureau de la Banque mondiale a convié un certain nombre d'acteurs du secteur public et du secteur privé concernés par l'évaluation du Doing Business. Et cette rencontre a visé un double objectif. Le premier objectif de cette rencontre a été d'expliquer encore davantage la méthodologie utilisée pour évaluer les indicateurs du Doing Business, de clarifier comment les évaluateurs, appelés aussi contributeurs, sont choisis au niveau de chaque pays et comment se fait le recoupement et le traitement des informations recueillies auprès des contributeurs. Selon la Banque mondiale, ces échanges autour de ces aspects sont devenus importants dans l'optique de permettre à tous les acteurs, du public comme du privé, d'avoir la même compréhension du processus d'évaluation d'un business, ainsi que des paramètres qui sont pris en compte pour effectuer cette évaluation et calculer chaque indicateur. En effet, cette question de compréhension commune du processus de l'évaluation du business et du choix des contributeurs est quelquefois un point de discorde entre la Banque mondiale et les États, notamment le secteur public qui souvent conteste ou ne se retrouve pas sur certains indicateurs, sur le mode de calcul de certains indicateurs. À titre d'exemple, dans le classement Doing Business 2016, le Niger avait à un certain moment espéré que son score soit nettement amélioré sur certains indicateurs sur lesquels le pays estime avoir fait des réformes importantes. Mais cela n'a pas été forcément le cas. La raison est toute simple. Au niveau du comité Doing Business de la Banque mondiale, le simple fait d'avoir pris un acte administratif ou législatif qui réforme un domaine du climat des affaires n'offre pas systématiquement un score positif pour un pays. Il faudrait, explique la Banque mondiale, que la réforme soit effective. Mais
qu'est-ce qu'une réforme effective au vrai sens du terme? Selon le comité Doing Business de la Banque mondiale, une réforme est effective lorsqu'elle réunit les conditions suivantes. D'abord, cette réforme doit être concrètement mise en œuvre et connue par le secteur privé. Cette réforme doit être appliquée et le changement de son application doit être perceptible par les acteurs du secteur privé. Tenant compte de ces conditions, il paraît donc évident que le simple fait qu'un gouvernement annonce une réforme n'en fait pas une pour le comité Doing Business. Tant que cette réforme-là n'est pas connue par le secteur privé et tant que son bénéfice et ses avantages et les avantages que procure la réforme sur le climat des affaires ne sont pas ressentis au niveau des acteurs du secteur privé. La logique de cette démarche est simple. Les réformes Doing Business sont des réformes faites pour améliorer le climat des affaires. Ce sont donc des réformes au profit du secteur privé. Alors, lorsque les États veulent à ce que les réformes soient reconnues et enregistrées comme score dans le classement Doing Business, les États doivent faire le travail nécessaire de communication, de vulgarisation et de mise en œuvre pour que le secteur privé voit concrètement l'utilité de ces réformes et pour que le secteur privé en bénéficie. Voilà un peu le premier objectif visé par la rencontre du 1er décembre 2015 entre la Banque mondiale et les acteurs du secteur public et du secteur privé au Niger. Tout de suite, voyons le deuxième objectif de cette rencontre et aussi l'implication de cet objectif-là. Le deuxième objectif de la rencontre a été d'entretenir les acteurs publics et privés conviés sur les changements méthodologiques introduits au niveau de certains indicateurs de l'évolution Doing Business. En effet, dans le classement Doing Business 2017, quelques changements seront observés dans le mode calcul des indicateurs suivants: le raccordement à l'électricité, l'obtention du permis de construire, le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats, le transfert de propriété. Le raccordement à l'électricité mesure le nombre de procédures pour obtenir une nouvelle connexion au réseau électrique, le temps nécessaire pour effectuer chaque procédure jour civil pour obtenir de la connexion au réseau électrique, le coût nécessaire pour compléter chaque procédure. Avec le changement méthodologique, un nouvel indice a été ajouté à l'indicateur raccordement à l'électricité. Il s'agit de l'indice fiabilité de l'approvisionnement et de transparence des tarifs. Sur cet indicateur, le Niger, classé 169e, a stagné dans le classement Doing Business 2016. Sur l'indice fiabilité de l'approvisionnement, le Niger a récolté une note de 0 sur 8 dans le classement 2016. Présent à la rencontre, le conseiller technique du directeur général de la Nigélec a dévoilé quelques raisons qui font que l'accès à une électricité disponible et fiable n'est pas encore possible au Niger. Les problèmes que nous connaissons découlent d'une situation fort antérieure qui consistait à privatiser la Nigélec. Pendant un moment, la Nigélec faisait partie des entreprises à privatiser. Et toutes ces entreprises qui étaient sur la liste de privatisation ont été interdites de financement. Et on les a demandé de ne plus entreprendre de nouveaux investissements. Et nous avons accumulé un retard de plus de 10 ans en termes d'extension du réseau, en termes de renforcement des capacités de production, etc. etc. Effectivement, nous sommes en train de payer le prix aujourd'hui, malgré qu'on ait levé la suspension de ces investissements-là. Par rapport à la fiabilité de la fourniture, effectivement, en fonction de nos besoins, nous avons un déficit de production parce que nous importons une partie de notre énergie électrique en provenance du Nigeria depuis 1973. Et aujourd'hui, la ligne d'interconnexion a atteint ses capacités. Nous assurons le reste de la production par la production thermique qui coûte excessivement cher. L'obtention du permis de construire mesure les procédures pour construire légalement un entrepôt, le délai requis pour compléter chaque procédure, le coût de chaque procédure et l'indicateur contrôle qualité de la construction. Dans le classement Doing Business 2016, le Niger a gagné 3 points au niveau de l'indicateur obtention de permis de construire. Mais le Niger doit encore améliorer sa situation sur certains indices de cet indicateur. Nombre de procédures,
Il faut 15 étapes pour construire un entrepôt commercial et le raccorder au réseau d'eau et d'égouts au Niger, alors que la moyenne en Afrique subsaharienne est de 14 procédures. Coût. Les procédures coûtent jusqu'à 16,19% de la valeur de l'entrepôt au Niger, alors que la moyenne de la région est de 6,6%. Délai en jours. Toutefois, le Niger est performant sur le délai global des procédures avec en moyenne 112 jours, alors que la moyenne de la région Afrique subsaharienne est de 162 jours. Sur l'indicateur permis de construire également, les acteurs concernés ont apporté quelques clarifications sur la situation du Niger et dégagé des pistes d'amélioration. Quand on a un dossier de construction qu'on veut instruire pour un permis de construire, ce dossier doit nécessairement transiter chez nous, au ministère de l'Urbanisme, précisément à la direction générale de l'architecture et de la construction, pour ce que nous appelons une approbation technique. Cette approbation technique nous permet en réalité de vérifier non seulement la conformité des plans, mais surtout les calculs. Parce qu'il faut vérifier les calculs. C'est ce qui ne se fait pas dans la commission de permis de construire. Au sein de la commission, il y a un architecte qui est désigné par l'ordre des architectes du Niger, n'est-ce pas, qui siège dans la commission d'octroi des permis de construire. Effectivement, au Niger, nous n'avons pas encore un code de la construction de l'habitation comme en France. Il faut nécessairement faire un croisement de différentes dispositions. Déjà, le code civil, c'est une référence qui a posé la question justement de la responsabilité décennale des constructeurs. L'indicateur sur le commerce transfrontalier mesure le temps et le coût pour les processus d'exportation et d'importation. Selon le comité Doing Business de la Banque mondiale, les bonnes pratiques internationales en commerce transfrontalier sont être membre d'une union douanière ou d'un accord commercial, soumission et traitement électronique du dédouanement, soumission de la déclaration en douane et du manifeste en avance, moins de 10% des conteneurs contrôlés physiquement grâce à un système d'inspection basé sur l'analyse des risques, guichet unique pour obtenir les documents et approbations nécessaires au commerce, infrastructure portuaire efficiente. Sur l'indicateur commerce transfrontalier, le Niger est passé dans le classement Doing Business 2016 de la 139e position à la 158e sur 189 pays évalués, soit un recul de 19 points. Les autorités publiques nigériennes ont été désagréablement surpris par ce rang car estimant avoir entamé des réformes pour améliorer le commerce transfrontalier. Mais la logique de l'évaluation Doing Business est qu'une réforme qui améliore le climat des affaires ne procure de score positif que lorsqu'elle est effective, c'est-à-dire connue par le secteur privé et concrètement appliquée. L'indicateur sur l'exécution des contrats mesure les délais et les coûts pour la résolution de litiges commerciaux par un tribunal de première instance. Avec le changement méthodologique, l'indicateur exécution des contrats mesure aussi une série de bonnes pratiques qui favorisent la qualité et l'efficacité du système judiciaire. Sur l'indicateur exécution des contrats, le Niger a stagné, restant sur la 154e position sur 189 pays dans le classement 2015 et dans celui de 2016. Le Niger pourrait améliorer son score sur cet indicateur si, entre autres, le tribunal de commerce en cours d'installation est effectivement opérationnel. L'indicateur de transfert de propriété mesure la facilité de transfert de propriété d'un fonds de commerce entre d'autres entreprises dans le même pays. Sur cet indicateur, le Niger a gagné un point dans le classement 2016. Les procédures de transfert de propriété aboutissent en moyenne en 35 jours au Niger, ce qui est relativement lent comparé à d'autres pays d'Afrique. La qualité et la transparence de l'information relative aux procédures doivent également être améliorées au Niger. Selon le comité Doing Business de la Banque mondiale, les bonnes pratiques internationales relevées au niveau de l'indicateur transfert de propriété sont l'informatisation des procédures de transfert de propriété, la disponibilité en ligne de l'information sur les procédures, la faiblesse des coûts de transaction, la fixation de délais optimal voire très courts pour chaque procédure afin d'accélérer le transfert de propriété. En s'inspirant de bonnes pratiques en matière d'amélioration du climat des affaires et en mettant effectivement en œuvre les réformes, le Niger continuera à renforcer sa position dans le classement Doing Business. Cela devrait également produire comme impact
un accroissement de l'investissement à travers la création et le développement des entreprises, plus de création d'emplois et plus de stabilité sociale pour le pays. Le jeu en vaut la chandelle. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette phase de Business Challenge. Alors cette fois-ci, Business Challenge va sur un métier en plein boom au Niger. Il s'agit des métiers liés à la sécurité. Et pour ça, je reçois un acteur clé de la sécurité. Yacine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans Business Challenge. Alors nous nous retrouvons pour parler effectivement de questions liées à la sécurité, mais surtout autour de l'école que vous avez lancée il y a quelque temps, EFOPRIMES, qui est une école de sécurité et de formation au métier de la sécurité. Et je commencerai d'ailleurs parce qu'on parle d'une école de la sécurité. Est-ce que c'est la première école qui forme dans les métiers de la sécurité au Niger? Merci d'abord de me recevoir sur votre plateau. C'est toujours un plaisir d'être en relation, d'échange avec les téléspectateurs. Oui, c'est la première école privée de sécurité. Okay. Il faut savoir que chaque structure de sécurité a en interne un centre de formation, d'accord, pour les plus avertis, mais une école indépendante, une structure indépendante dans laquelle les gens sont formés sur un cursus académique avec un diplôme reconnu par l'État, c'est la seule. Ok. Alors, ce qui m'amène rapidement, une école de sécurité, et moi, quand je vous ai connu d'abord comme patron d'une entreprise de sécurité, société nigérienne de sécurité. Aujourd'hui, vous avez fondé une école. Alors, qu'est-ce qui réellement motive ça? Est-ce que vous voulez donner plus de ressources humaines à votre école, à votre entreprise, ou bien vous voulez aussi aller au-delà de cela? D'accord. Tout d'abord, je remercie l'État, parce que cette école a été une volonté politique. Il faut savoir quand même que nous dépendons directement du ministère de l'Intérieur en tant que structure de sécurité et en tant qu'établissement d'enseignement du ministère de la formation professionnelle. Ça a été une volonté qu'on puisse donner à la sécurité privée un espace qui lui est propre, de la même manière qu'il y a l'école de police qui forme la police, les Fofan, le Tondbia, il fallait qu'on donne aussi à la sécurité privée un espace dans lequel ils peuvent avoir matière. Cette école a été le fruit d'une longue réflexion. C'est vrai, comme vous le dites, je suis tout d'abord un acteur de la sécurité, mais j'ai eu du mal à recruter une ressource humaine de qualité. On a malheureusement cette image à tort que la sécurité c'est laissé pour compte. Dès qu'on a vrai, pendant un bon moment, et je pense aujourd'hui encore, cela persiste, on a l'impression que c'est un métier précaire. Parce qu'on parle surtout, d'ailleurs, quand on parle de sécurité au Niger, on voit gardiennage, on voit le vigile. Bon, une fois, je discutais avec vous, vous me dites, non, ce n'est pas le vigile qu'on dit, l'agent de sécurité. Exactement. Alors, vous voulez changer tout ça en professionnalisant ceux qui exercent ce métier-là? C'est vrai que les gens ont toujours cette tendance à croire que ne s'incrusent dans la sécurité que les gens qui n'ont rien d'autre à faire. Il y a des passionnés, des gens qui ont un niveau intellectuel très élevé, des universitaires, des enseignants-chercheurs. D'ailleurs, quand on prend les pays occidentaux ou les pays américains, tous ceux qui ont fait des cursus supérieurs savent que dans ces pays-là, le seul métier, d'ailleurs, la seule profession ouverte et accessible aux étudiants, c'est la sécurité. Ça nécessite de la matière. Et nous faisons bien la différence entre le gardiennage et la sécurité, parce que le gardien, c'est celui tout simplement qui n'a aucune base, aucun encadrement, aucun support, pratiquement aucun profil d'ailleurs, vous m'excuserez, qui garde une maison. Garder, cela veut dire qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'acte qui nécessite la mise en place de process. L'agent de sécurité, c'est quelqu'un qui a un niveau, qui est formé, qui fait l'objet d'un test avant validation et qui a des compétences qu'on a jugées, d'accord, qui ont permis qu'on lui donne un certain parchemin, le diplôme, et qui lui permettent donc d'aller sur ces professions-là. Alors, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, d'essayer de faire, parce que c'est vrai que la réalité était que c'est un marché qui a eu un boom, où il y avait peu de professionnalisme, il y a des gens qui sont orientés pour garder. Mais aujourd'hui, quand vous le faites, déjà l'école, depuis qu'elle existe aujourd'hui, elle a recruté combien d'élèves? L'école a sorti 2 promotions. La première promotion qui est composée d'une 40aine d'élèves et qui a eu la chance d'être honorée par le président, le chef de l'État, parce que c'est son nom qu'on a mis sur cette promotion. Et la seconde promotion qui vient de sortir, composée d'une 30aine d'élèves, qui a eu le nom du Premier ministre chef du gouvernement. Parce qu'on voulait marquer nous aussi le coup, féliciter
chaleureusement ces autorités qui ont permis un démembrement de la mission de l'État, parce que l'encadrement sécuritaire relève de l'État. Oui, c'est une fonction régalienne, effectivement. Exactement. Jusqu'à peu. Une fonction régalienne, mais ça c'est sur la formation initiale. Il faut savoir aussi que l'école intervient beaucoup sur la formation continue, dans de nombreux domaines. Des formations ciblées sur des modules, sécurité incendie, secourisme, escorte, protocole, télé, vidéosurveillance, sécurité informatique. Et maintenant, une grande demande de plus en plus importante, c'est la conduite sécurisée. Il faut savoir que beaucoup de chauffeurs... Des sortes d'escorte ou comment En fait, les chauffeurs qui ont pour mission d'accompagner des hommes clés, des opérateurs économiques, des grands acteurs de la politique, etc., le corps diplomatique, certains n'ont pour base que le permis. Au-delà de la simple manipulation d'une voiture en termes de déplacement d'un point A à un point B, il y a l'analyse de l'environnement, la capacité de s'exfiltrer d'une situation. Donc, quelqu'un qui est formé au métier de la sécurité pourrait, au-delà de conduire le véhicule, pourrait assurer une certaine sécurité à l'occupant. Exactement. Voilà. En fait, nous prenons des chauffeurs qui ont que le permis, auxquels maintenant on intègre la réflexion sécuritaire dans leur conduite. Alors, Yacine, revenons à ça. Vous voulez quand même, c'est-à-dire que moi je vois ça, c'est un gros chantier qui est aujourd'hui en marche à votre niveau, parce que vous êtes en train de créer un marché et le professionnaliser. Mais pour cela, il n'y a pas que l'élève à former, il y a le formateur. D'où viennent vos formateurs? Il faut savoir que dès la jeunesse de cette école, on s'est bien entendu que les intervenants ne seraient issus que des forces de défense et de sécurité. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement sensible, ça ne se bricole pas, donc il faut des techniciens de la chose. Ceux qui interviennent sont de la police, des sapeurs-pompiers, de l'armée et des enseignants-chercheurs. D'accord? Des gens qui sont reconnus, qui ont une réputation dans ce domaine-là. Comment ça se fait? Est-ce que ces gens-là, c'est des gens qui sont à la retraite ou bien qui sont convertis dans le privé, ou comment ça se fait? Il y a de tout. Okay. On a d'abord des correspondances officielles au niveau des différentes institutions qui encadrent ces gens-là pour leur demander de nous accompagner. Donc ils nous envoient une liste d'intervenants. Nous avons des personnes à la retraite. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs, parce que dans la dynamique économique, il y a une reconversion de ces gens-là qui vont se retrouver à pointer à la NPE. Ou qui vont et souvent qui ont même un peu plus de force quand même de continuer à exercer. Exactement, parce que nous estimons que le savoir, c'est un devoir de le transmettre aux autres. Voilà. C'est une frustration parfois pour ces gens d'aller à la retraite et de ne pas pouvoir transmettre leurs connaissances. Donc nous les utilisons à l'école pour pouvoir intervenir, et nous avons des personnes qui sont actives et qui interviennent aussi. Alors juste une autre question, parce que la sécurité c'est quand même quelque chose de très sensible, hein, et on ne joue pas avec ça, et même l'homme ou la femme qui doit le faire doit quand même répondre à un certain nombre de critères. J'aimerais savoir, quand on est étudiant de votre école FO Primaire, avant d'entrer à cette école, c'est quoi la sélection qui est faite? Quels sont les critères, les valeurs sur lesquelles vous mettez l'accent? Une très bonne chose. D'abord, ce qui est très important par rapport à cette école, il y a quand même un nettoyage qui est fait. Qu'est-ce que j'appelle nettoyage? C'est-à-dire, on ne laisse pas infiltrer dans la sécurité n'importe qui. Il y a d'abord une notion de moralité. Tous doivent faire l'objet d'une enquête de police, pour qu'on sache s'ils n'ont pas des antécédents. Et l'enquête est rigoureusement faite? Rigoureusement faite, en relation avec la police, pour savoir s'ils n'ont pas des antécédents. Ça veut dire que ceux qui sortent de cette école n'ont pas de moralité douteuse. Secondo, des critères physiques. Il n'y a pas de métiers soft qui peuvent être accessibles aux personnes handicapées, par exemple? Si, nous avons justement des missions qui consistent à faire de la surveillance passive, c'est-à-dire vous êtes assis sur un fauteuil, vous faites de l'analyse d'image. Ou bien même de l'analyse, effectivement. Exactement, vous faites de l'analyse d'image. Par exemple, les personnes à mobilité réduite peuvent bel et bien être formées pour agir dans ce sens. Mais il faut savoir que souvent, l'agent de sécurité ou le technicien de la sécurité analyse une situation et il agit. Et la part du temps, il agit physiquement. Donc, ce n'est pas des métiers dans lesquels on peut développer le risque. C'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, le soft n'est pas encore très développé, parce que j'imagine que si le marché arrive à maturité, vous pouvez être un bon ingénieur système qui sait analyser des systèmes informatiques, être handicapé, mais pouvoir exercer ce genre de métier. Exactement, nous allons aller vers ces volets parce que pour l'instant, la demande est plutôt concentrée sur des gens avec une certaine mobilité, et nous faisons partie des acteurs qui pensent qu'il n'y a pas de discrimination. Il faut créer l'équilibre des forces. Nous favorisons l'entrée dans ce domaine des femmes. Nous allons aussi favoriser l'entrée dans ce domaine des personnes à handicap. Mais seulement, il faut que ces personnes s'inscrivent dans une dynamique qui peut accepter leur handicap. Voilà, donc il y a tout un accompagnement individuel. Alors, deux promotions. Combien de lauréats sur le marché? Et justement aussi, je sais que la sécurité recrute beaucoup d'hommes et de femmes, mais
pour autant, est-ce qu'aujourd'hui, quand on est formé dans ce métier-là, on va forcément avoir du boulot? Ah oui, il faut savoir que les chiffres indiquent aujourd'hui que la demande en matière de sécurité dépasse l'offre du marché aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les entreprises de sécurité que vous approchez se retrouvent dans l'incapacité de répondre à la demande. Ça, c'est la réalité du moment au Niger? C'est la réalité du moment, puisque j'ai moi-même une entreprise, comme vous l'avez dit, qui est quand même une entreprise référence. Et aujourd'hui, je fais face à cette même difficulté qui fait que sur le marché, nous faisons l'objet de demandes et parfois nous n'arrivons pas à répondre à cette demande. Donc, ça veut dire l'employabilité des étudiants est garantie, quoi. Écoutez, entre un non formé et une personne diplômée, sortie d'une école, quelqu'un qui a été formé sur le tas et celui qui a fait un cycle sur une année ou 2 ans en se spécialisant, il n'y a pas photo. Oui. Alors, juste pour aller toujours sur l'employabilité, je sais qu'un métier, tout le monde choisit un métier parce qu'il espère vivre dedans, parce qu'il espère se développer, avoir une carrière. Aujourd'hui, dans le métier de la sécurité, je rappelle quand même, aujourd'hui encore, dans beaucoup de cas, on considère que ce secteur-là est un métier pour beaucoup de gens qui est un métier précaire, où les gens ne gagnent pas suffisamment leur vie. Est-ce qu'avec des formations professionnalisantes qui vont former des gens, des professionnels, est-ce que cela peut changer? Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que patron d'une entreprise, dans le domaine de la sécurité, vous prévoyez que lorsque quelqu'un est formé, il a un diplôme, il est agent de sécurité, il devrait gagner un salaire nettement supérieur que ce que quelqu'un gagne aujourd'hui? Ah oui, mais comment ça va évoluer? C'est exactement ça, et votre question est très pertinente, et je pense que c'est ça la logique, c'est que comment voulez-vous valoriser un salaire sur des individus qui n'ont pas de cursus? Donc la mise en place de cette école n'a rien d'autre comme objectif au-delà du développement des compétences de ces personnes qui s'exposent quand même. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant de protéger quelqu'un, elles exposent leur vie. Donc est-ce qu'on a le droit d'exposer la vie de quelqu'un? Non, on leur apprend comment se protéger, comment protéger les autres. À partir de là, il va de soi qu'un technicien de la chose est valorisé automatiquement et sa grille salariale s'inscrit dans la logique de son cursus. Sur le marché standard aujourd'hui, quelqu'un qui a fait une thèse dans un domaine ne va pas être traité de la même manière que celui qui est au lycée. Voilà, en principe, d'accord? Voilà. Donc pour nous, ce manque de valorisation de la profession est lié au fait qu'il n'y a pas de formation. Que chacun essaie. Et les gens apprennent sur le tas. Les gens apprennent sur le tas, d'accord. Le fait d'avoir une école, pour moi, ça permet d'abord de véhiculer le message aux autres que ce ne sont pas des laissés pour compte ou des gens qui ont cartouché dans tous les domaines qui y sont. Il y a des gens qui y sont par passion. Il y a des universitaires dedans. Il y a des gens qui ont... Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, parmi les lauréats que vous formez, des gens qui vont dire, bon, moi j'ai mon bac, au lieu d'aller m'inscrire dans telle ou telle école, je choisis de faire un métier lié à la sécurité et de venir à FO Primaire. Exactement. Vous avez des gens comme ça? Bien sûr, on en a plein. Et aujourd'hui, l'une des difficultés que nous avons, j'ai aujourd'hui dans toutes les 5 communes du Niger, des jeunes diplômés qui ont envie de se spécialiser, de se reconvertir dans la sécurité, mais qui faute de moyens, parce qu'il n'y a pas de bourse, il n'y a pas d'accompagnement. Dans les communes de Niamey, c'est ça? Dans les communes de Niamey, j'ai actuellement un classeur qui contient la liste par commune de candidats potentiels au niveau de cette école, mais qui souhaiteraient être pris en charge. La prise en charge n'existant pas, ils se retrouvent à la rue, à la recherche d'emploi, alors qu'on aurait pu les former, et ils font de ça une profession. Alors, je reviens, parce que là, vous me rappelez, il y a quelques temps, j'écoutais quand même sur les médias, vous avez fait un concours d'offres de bourse, et vous avez sélectionné des boursiers, vous en avez attribué combien? Et de l'autre côté, la prise en charge, j'imagine quand même que, aujourd'hui, je vois des étudiants qui sont inscrits dans les écoles privées et qui disent que c'est grâce à la bourse ou bien, je ne sais pas moi, une prise en charge de l'État que je vais dans ces écoles privées. Est-ce que ça ne s'applique pas à vous? Disons que ça va venir, parce qu'on a eu plein d'étudiants qui sont venus vers nous, qui savent qu'ils sont dans des secteurs saturés. Parce que moi, je le dis, des jeunes pays tels que le Niger n'ont pas besoin de longs cycles. On a besoin certes de quelques personnes qui font des cycles longs, mais on a besoin surtout d'une main-d'œuvre qualifiée et tout de suite. Donc la formation professionnelle doit prendre le pas sur les autres. On a besoin des deux. On a besoin des deux, c'est vrai, mais on a aujourd'hui une urgence dans la main-d'œuvre qualifiée. Prenez tous les domaines, l'hôtellerie, la restauration, la sécurité, idem, le BTP. Il y a beaucoup de gens à former pour ça, parce qu'on a beaucoup de gens qui quand même ont le brevet, ont le bac, qui sont bloqués. Et ils peuvent aller vers ces formations. Je pense que cette formation, c'est lié à la méconnaissance. Les gens ont une mauvaise lecture de la sécurité, les gens confondent ce que signifie la sécurité, et les gens ignorent surtout qu'aujourd'hui, les salaires et les conditions de travail
qu'on a dans ces entreprises-là dépassent de loin les conditions qu'on s'imagine, d'accord? Ils ont des bons salaires, ils ont un accompagnement social, ils ont parfois des 13e mois, ils ont la couverture médicale, ils ont de nombreuses choses. Alors, juste pour donner quand même quelque chose d'un peu plus concret, parce que vous savez, nos téléspectateurs sont assez tatillons sur ce genre de choses. Vous parlez de conditions de travail, de salaire. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un avec un bac qui suit une formation? Je sais que souvent c'est 1 an ou 2 ans de formation pour se professionnaliser, donc bac plus 2, et qui se retrouve en tant qu'agent de sécurité, il gagnerait quoi? C'est-à-dire avec 2 ans d'expérience, prenons par exemple. Je suis actuellement en train de négocier pour des gens qui sont sortis de l'école, qui ont fait la sécurité informatique, la télé-vidéosurveillance, pour faire 8 heures de travail avec un salaire de 150 000 net à la fin du mois, avec une prise en charge médicale pour eux, leurs enfants, leurs familles, et avec peut-être la possibilité d'avoir un 13e mois. Et c'est les jeunes qui démarrent dans leur carrière. Des jeunes. Oui, ben c'est acceptable. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette école, à travers, vous voyez bien l'environnement dans lequel nous sommes, autant national qu'international, la sécurité est devenue aujourd'hui incontournable. Mais on ne peut pas avoir des auxiliaires de l'État qui bricolent. Oui. Alors, Yacine, juste pour finir sur ce plateau de 20 minutes que j'ai avec vous, parce que je vais recevoir tout à l'heure un enseignant de votre école et une étudiante qui va venir nous parler de sa formation. Mais pour finir, il y a 2 points sur lesquels quand même j'aimerais avoir ton point de vue. D'abord, la question de la relation avec le public, parce que vous êtes sur un secteur qui pendant longtemps, et même dans certains États, il y a des résistances de voir un secteur privé naître sur les questions de sécurité, même si c'est une évidence. Aujourd'hui, quel est le lien que vous avez réellement avec la sécurité publique? Je sais que vous pouvez aussi être un complément, un atout pour la sécurité publique, mais concrètement, comment est-ce qu'il y a des liens entre aujourd'hui la sécurité privée et la sécurité publique? La sécurité publique, nous sommes sous leur tutelle. Aujourd'hui, nous sommes encadrés par l'État. Quel que soit ce que nous faisons, nous dépendons d'eux. Et je profite. Est-ce que sur le terrain, il y a une sorte de coopération entre un agent de sécurité privée? C'est fondamental, parce qu'aujourd'hui, là où n'est pas la sécurité publique, se trouve la sécurité privée. Je ne peux pas vous dire le nombre que nous sommes sur l'étendue du territoire, mais notre force ou notre impact, non seulement sur l'économie, mais sur les stratégies internes en termes de sécurité, de sécurisation des personnes et des biens, est incontournable. Nous sommes les auxiliaires. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'acteur du premier maillon de la chaîne, nous devons le devoir d'être bons. Parce que ce que nous n'avons pas fait par anticipation, lorsque la sécurité publique arrive, c'est déjà trop tard. Je prends un exemple. Un incendie se développe. Ce que l'agent de sécurité n'a pas fait sur place pour protéger le bien, lorsque le sapeur-pompier arrivera, c'est déjà trop tard. Il va assister à la scène. Lorsqu'il y a une scène de crime, un vol, n'importe quoi, une scène de crime, la préservation des traces et indices est fondamentale pour l'action de la police. D'accord? Donc nous sommes très liés, nous sommes très imbriqués, mais nous dépendons d'eux évidemment, puisque nous sommes sous leur tutelle. Okay. Et voilà. Et avec cette logique de perfectionnement, je pense que l'État va comprendre à un moment ou à un autre qu'il faudra bien qu'on laisse un peu plus de place à la sécurité privée dès lors qu'elle fait preuve de professionnalisme. Et c'est seulement ça notre souhait. Et puis ça permettra à l'État de rediriger ses efforts vers d'autres domaines plus sensibles de la sécurité. Écoutez, les États riches du Nord ont laissé beaucoup d'aspects de la sécurité au domaine privé. C'est d'autant plus important pour nos pays. Oui, justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite avant le deuxième plateau. Il y aura un petit commentaire sur le marché européen de la sécurité et nous allons montrer à nos téléspectateurs comment ce marché évolue. A tout de suite. Le boom de la sécurité privée. Le secteur privé de la sécurité est aujourd'hui une des filières économiques qui connaît un boom extraordinaire dans le monde. Le chiffre d'affaires du marché mondial de la sécurité privée est estimé à plus de 100 milliards de dollars, avec un taux de croissance à 2 chiffres dans la plupart des pays du monde. D'après plusieurs analyses, la bonne tenue du secteur de la sécurité privée devrait se poursuivre durablement. En fait, il apparaît de plus en plus aux États et aux organisations non étatiques que la sécurité est un pilier fondamental de l'économie mondiale. Selon une analyse de businesscout.com, un site d'études sectorielles, les réalités et grandes tendances ci-après font que l'existence d'un secteur privé de la sécurité structuré est capitale pour le développement socio-économique des pays. La sécurité est un budget difficilement compressible. Cela fait du secteur privé de la sécurité un filon économique où il est bon d'investisseurs car la rentabilité est quasiment garantie. La sécurité est un secteur dynamique et créateur d'emplois. En effet,
Grâce à un recours de plus en plus massif à la technologie, la sécurité favorise l'innovation. Ce besoin d'innovation technologique permet le développement d'une industrie de sécurité, production de matériel de sécurité et de défense. Une création importante d'emplois est ainsi occasionnée dans tous les métiers connexes, services de sécurité, recherche et développement en sécurité, fabrication et commercialisation de matériel et autres gadgets de sécurité. La coopération publique-privée en matière de sécurité peut créer une synergie positive qui renforce les capacités de l'État à faire face à certaines menaces. Même si la sécurité publique est encore largement considérée comme du domaine exclusif de l'État, certains pays ont expérimenté une coopération avancée avec le secteur privé de la sécurité pour gérer des défis sécuritaires. C'est le cas en Espagne où l'État collabore avec les acteurs privés de la sécurité dans la lutte contre le terrorisme, analyse Business Scout. En Afrique subsaharienne et au Niger particulièrement, le marché de la sécurité privée est encore en gestation, mais la demande est déjà très forte. Il se pose alors comme défi pressant l'organisation de la filière et la professionnalisation de ses acteurs. Chers téléspectateurs, je suis très ravi de vous retrouver dans cette deuxième phase du plateau Business Challenge, toujours avec les métiers de la sécurité, avec EFO Primes. Alors, je reçois dans cette deuxième partie un enseignant et une étudiante dans les métiers de la sécurité. L'enseignant, c'est M. Léonce. Léonce, bonsoir. Bonsoir. Et l'étudiante, c'est Zainabou. Alors, Zainabou qui porte les couleurs de son école. Merci d'être tous les deux sur le plateau de Business Challenge. Nous allons faire suite à l'émission, au plateau que nous avons eu tout à l'heure avec le fondateur de l'école, Yacine. Alors, nous avons parlé avec lui des grandes questions liées à la fondation de cette école. Vous venez pour échanger avec nous sur les questions liées à la formation. Alors, je commence tout de suite par Léonce pour parler concrètement de comment est-ce que la formation est organisée au niveau de EFO Primes. À EFO Primes, nous recevons deux catégories d'étudiants. Il y a les bacheliers et ceux qui sont au niveau brevet. Donc, pour les bacheliers, ils auront à faire un an seulement de cursus, tandis que pour ceux du niveau de brevet, ils auront à faire 2 ans de formation. OK. Alors, 1 an pour les bacheliers, 2 ans pour ceux qui ont le brevet. Alors, pendant ces 1 an pour les bacheliers, qu'est-ce qu'on enseigne? C'est quoi les matières? Quelles sont les filières disponibles en matière d'enseignement? Voilà. Nous avons comme filière la télévidéosurveillance, l'escorte protocole, la sécurité incendie, la sécurité informatique et le secourisme. Et en plus de ces diverses filières, nous avons des matières qu'on peut appeler des matières d'appui, comme l'anglais, le français, l'arabe, la psychologie, la victimologie. La victimologie et la psychologie, ça c'est les matières qui me semblent intéressantes. OK, on va peut-être y revenir. Alors, ça c'est les matières, est-ce que ça concerne à la fois ceux qui sont de niveau brevet ou bien de niveau bac? Ou bien c'est différent pour les 2 niveaux? C'est les mêmes matières? Lorsque l'étudiant s'inscrit, il choisit une spécialisation donnée. Et malgré la spécialisation, il y a des troncs communs qui se font pour les premières et les deuxièmes années. OK. Alors, je reviens quand même sur ces aspects, les derniers aspects que vous avez développés, qui me semblent être des aspects très soft. La psychologie, la victimologie, la communication, parce que vous avez parlé des langues aussi. Aujourd'hui, quel est le degré je pense, d'application, de rigueur que vous mettez? Parce que, pourquoi je vous le dis? Je pense que la sécurité fait intervenir aussi des relations humaines. Et très souvent, moi, c'est mon expérience personnelle, ce qu'on appelle les vigiles, que je vois, moi, je trouve souvent leur niveau de gestion des relations humaines assez exécrable. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites attention à dire, bon, mon professionnel que je forme, même s'il est bon à manier les technologies, à manier son physique en tant que quelqu'un qui assure la sécurité, sa qualité de relation humaine aussi doit être de bon niveau. Aujourd'hui, est-ce que vous avez même des feedbacks par rapport à ces choses-là? Tout à fait, parce que l'école forme des escortes protocoles. Et vous êtes à savoir que dans l'escorte protocole, ils sont appelés à côtoyer des VIP, des autorités politiques. Donc il va de soi que ces agents soient formés à ce qu'ils puissent avoir un franc-parler avec ces gens.
alors un franc-parler, à ce qu'il puisse aussi satisfaire. Je vais revenir vers Zainabou, qui est élève. Bon, elle, c'est une bonne communicante, ça se voit tout de suite, parce que j'aurais dû vous dire, non, mais il faut enlever votre tenue avant de venir dans mon école, parce que là, vous avez une pub très gratuite, voilà. Voilà. Et bon, vous êtes une lady, on accepte. Alors, Zainabou, vous avez quel niveau et vous étudiez quoi exactement? Ok, tout d'abord, merci de m'avoir reçu sur votre plateau. En fait, initialement, j'ai une formation en droit. En droit? Oui, je suis titulaire d'une licence en droit privé. Et je suis en année de master en droit des affaires. À l'IFOPRIMES, j'ai choisi comme filière la télé-vidéosurveillance. Télé-vidéosurveillance. Alors, vous avez commencé vos études en droit ou à l'université? Oui, à l'université de Niamey. Ok. Et qu'est-ce qui vous a poussé à dire, bon, tout juriste que je suis, je vais m'orienter vers les métiers de la sécurité? Et là, vous parlez aussi des vidéosurveillances, c'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces choix-là? Un grand sentiment que je nommerais la passion. La passion? Oui, la passion. Vous êtes passionné par quoi? Par la sécurité? Par la sécurité et notamment la sécurité privée. Ok. Oui. Bon, parlez-moi, qu'est-ce qui explique cette passion-là pour la sécurité privée? Parce que vous aurez dû dire, bah, écoutez, je vais devenir gendarme, je vais devenir inspecteur de police, mais là, vous partez dans le privé. Oui, en fait, les autres domaines dont vous venez de citer sont des domaines tellement communs, tellement saturés que le domaine les moins prisés pour les jeunes, c'est celui de la sécurité privée, donc c'est ce qui a motivé mon choix. Ok. Oui. Est-ce que c'est parce que vous vous sentez beaucoup plus indépendante, vous voulez avoir plus d'autonomie? Parce que le privé, normalement, c'est ce que ça veut dire. Ok. Oui, j'espère en fait à plus d'indépendance et plus d'autonomie, et surtout en tant que femme. On parlait tout à l'heure des feedbacks que vous recevez sur le comportement des agents, sur le comportement des lauréats de votre école. Alors, j'aimerais savoir, par rapport à ces feedbacks-là, aujourd'hui, comment vous appréciez la qualité de service des agents de sécurité qui sont formés au niveau de votre école? Je précise quand même, dans les discussions, vous me dites que vous vous formez dans le domaine de la sécurité informatique, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, concernant les feedbacks dont vous parlez, l'école est pour l'instant fière de ces étudiants qui sont déjà en exercice, parce que les diverses sociétés partenaires font des éloges sur le comportement, la discipline et le bon sens avec lequel ces étudiants-là exercent leur métier. Est-ce qu'ils vous disent aussi des choses à améliorer? Par exemple, est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous dites on a besoin que vous investissez plus dans la formation, vous mettez l'accent sur tel ou tel point? Non, mais par contre, ce que j'allais dire, c'est que on reçoit plutôt plus de demandes. Plus de demandes? De demandes. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait que les jeunes s'inscrivent davantage dans cette logique d'apprendre et de se professionnaliser dans le métier de la sécurité. Ok, et parlons maintenant de la sécurité informatique, qui est quand même assez rare. Je sais que les ingénieurs, ou même dans les écoles d'ingénieurs, il y a des aspects liés à la sécurité informatique qu'on apprend. Mais maintenant, dans le secteur même de la sécurité, à qui vous apprenez cette discipline-là, sécurité informatique, et où est-ce qu'il l'exerce? Bon, la sécurité informatique, en fait, concerne tous les domaines d'activité qui existent, disons, on peut le dire ici. Parce que dans la sécurité informatique, il y a d'abord l'archivage des données. J'entends par là la numérisation des données, et ensuite la sécurisation de ces données-là, la sécurisation du matériel utilisé pour ces données-là aussi. Et vous voulez savoir si, je pense qu'il y a 1 ou 2 ans, on a connu le malheur que des fichiers ont été entièrement brûlés au ministère de la Justice. Donc si le ministère avait pris soin d'avoir une cellule qui s'occupait de la sécurisation de ces données-là, il y aurait eu archivage numérique de ces données, sécurisation de ces données. Et quand il y a sécurisation de ces données, ce n'est pas seulement du côté numérique, mais il y a le côté aussi anti-incendie. Alors, cette formation spécifique liée à la sécurité informatique, est-ce qu'elle est mise dans le paquet de la formation qui est offerte aux bacheliers qui rentrent dans votre école et aux brevetés, ou bien c'est une filière complètement à part avec des catégories d'étudiants à part? Bon, il faut dire que comme c'est un nouveau concept que le fondateur a bien voulu éduquer à l'école,
le fondateur a pris la décision que tous les élèves inscrits, quelle que soit la filière, puissent bénéficier de ce cours-là. Okay. Donc, même quand on est agent de sécurité, qu'on soit sur le terrain ou en visiosurveillance, on peut avoir des notions en sécurité informatique. Ça, c'est bien ça. Alors, je reviens à Zainab, parce que notre plateau est très court. Zainab, les femmes, dans beaucoup de métiers, et d'ailleurs, ce n'est même pas seulement au Niger, hein, je pense que le métier de la sécurité, il est déplorable, que dans le monde déjà, on considère que c'est un métier très masculinisé. Beaucoup d'hommes et peu de femmes, ça arrive à faire leur place dedans. Alors vous, aujourd'hui, en tant que jeune dame qui choisit d'aller dans le domaine de la sécurité, est-ce que vous faites face à des obstacles, y compris même dans votre entourage, des gens qui vont dire « mais attends, on ne comprend pas votre choix hein? » ou bien des préjugés. Est-ce que vous faites face à des choses comme ça? Bien sûr, ça manque jamais. On fait face à tellement de préjugés des gens qu'on croise de la rue ou même au niveau de notre famille qui disent que non, pourquoi choisir un tel domaine parce que c'est un domaine trop masculin, tout ça. Mais en tant que femme, on doit aussi se trouver une place de la société. On doit aussi aspirer à changer notre vie, à nous autonomiser, tout ça. Donc c'est un domaine dans lequel on peut gagner notre vie, ça peut marcher. Et donc aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez en mesure de faire face, de surmonter ces questionnements-là, ces interrogations face auxquelles vous faites? En fait, le fait d'être une femme ne constitue pas un handicap, loin de là. Donc du coup, je sens que je vais m'en sortir et que je suis quand même physiquement apte et moralement apte. Okay. Il y a combien de dames, d'élèves femmes ou bien de jeunes filles à Info-Primes? 5. 5. Oui. Et sur l'effectif total de votre classe, vous êtes combien? 32. 32, 5 sur 32, oui, ça reste encore. Hein? Donc il faut continuer à recruter. Et, alors, finissons par ce point-là aujourd'hui. Tout à l'heure, avec le fondateur de l'école, je posais la question sur l'encadrement, sur la rigueur, sur les valeurs qui sont défendues au niveau de l'école. Bon, vous, en tant qu'enseignant, je sais que les élèves ils viennent alors que le test est déjà fait. Vous les prenez pour les former. Et dans votre formation, quelles sont vraiment les valeurs clés que vous essayez de transmettre? Quels sont les comportements que vous recommandez? Comment ça se fait? Expliquez-moi, vraiment, c'est ce sur quoi vous insistez. Dans la charte de qualité de l'école, il y a 3 grandes valeurs que l'on développe avec les élèves. Il y a la discipline qui occupe la première place, il y a la discrétion et il y a l'efficacité. La discrétion et l'efficacité. OK. Alors, quand vous dites discrétion et efficacité, comment vous expliquez la discrétion à un bachelier qui vient de rentrer dans votre école, qui va côtoyer, par exemple, un jour, je ne sais pas moi, un président d'une banque, un premier ministre, et qui va même être là au moment où il dîne avec quelqu'un? Comment vous lui expliquez la portée de tout cela? Voilà, justement. Je prends le cas d'exemple typique d'un escorte. Il est appelé à être en permanence avec l'autorité. Et l'autorité est appelée à rencontrer beaucoup et à discuter même des choses peut-être d'ordre très très sensible. Et on ne dit pas à la sécurité, éloignez-vous, on va causer, n'est-ce pas? Non, pas moment non. Donc il faudrait que cette personne soit une personne quand même digne de confiance, qu'elle ne soit pas une pille, si je peux le dire, rapporter des informations comme ça, qui peut divulguer des informations qu'il ne faut pas. Donc il lui faut une certaine discrétion, que cette personne-là soit apte à être digne de cela. Mais justement, pour arriver à ça, je pense qu'une formation doit être suffisamment rigoureuse pour éliminer entre l'entrée et la sortie des gens, parce que tout simplement, ils n'ont pas été suffisamment bons dans les matières, mais même leur comportement. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le cursus de votre école, 1 an et 2 ans, quel est le taux de réussite et quel est le taux d'élimination? Est-ce que vous avez une idée de ces taux-là? Oui, à vrai dire, si je prends le cas de la 2e promotion, il n'y a que, en l'ensemble de tous les élèves, que 2 qui ont été ramenés, c'est-à-dire qui n'ont pas accédé au taux minimal adéquat pour réussir. Donc, c'est dire qu'il y a un sérieux autour de l'obtention de cette attestation, ce diplôme-là que l'école offre. On ne donne pas à qui veut ce diplôme-là. OK. Juste pour terminer, vos collègues enseignants, je posais aussi cette question, mais aujourd'hui,
la population d'enseignants qu'il y a, vous avez quelle catégorie? Est-ce que, quand je prends ceux qui enseignent uniquement sur la sécurité, par exemple, qui sont des anciennes forces de l'ordre ou bien d'actuelles forces de l'ordre de professeurs, c'est quoi le nombre quand on répartit? Vous êtes informaticien? Oui. OK. Il y a combien d'informaticiens? C'est-à-dire, comment vous répartissez vraiment les types de compétences que vous avez dans le corps enseignant? Bon, il y a ceux qui enseignent la psychologie, la victimologie, comme je l'ai dit, le français, l'anglais, l'informatique. Et il y a ceux qui font la sécurité incendie avec le corps enseignant des sapeurs-pompiers. Il y a le professeur de sport, d'aptitude physique. Donc, oui, ça fait beaucoup de compétences quand même. Je vais finir ce plateau juste en posant une question assez rigolote à Zainab. Zainab, alors vous faites cette école, vous êtes 5 filles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez aussi à faire en sorte que d'autres filles fassent comme vous? C'est la raison pour laquelle on lance un appel à toutes les filles de s'intéresser vraiment à ce domaine, vu qu'il est beaucoup porté et que les autres sont tellement saturés. Et qu'en tant que femme, il faut chercher à l'autonomie financière et l'indépendance. Et vous, quand vous allez finir votre formation, vous allez exercer comme quoi, par exemple? Vous allez aller sur le terrain ou vous allez souhaiter un autre métier de la sécurité? En fait, je compte aller sur le terrain. OK. Oui, j'acquiers ce diplôme pour aller exercer un métier de la sécurité. OK. Vu que ça a toujours été ma passion. Ouais. Mais bon courage, vous êtes une dame de fer. Merci beaucoup, Léonce. Chers téléspectateurs, ici s'achève notre plateau sur les questions liées à la sécurité avec FOPRIMES. Restez en compagnie de Business Challenge et à tout de suite. Qui paye les impôts? C'est bien les citoyens, les usagers, donc les citoyens ordinaires et les entreprises. 2 décembre 2015 a débuté dans la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger une séance de formation sur le thème PME et civisme fiscal à l'endroit des dirigeants des petites et moyennes entreprises. Une formation initiée par la Direction générale des impôts à travers le comité de sensibilisation sur le civisme fiscal au niveau des PME présidé par M. Nadim Rabidine, directeur général de centre de gestion agréé. L'objectif de cette formation est d'informer et de sensibiliser les dirigeants des petites et moyennes entreprises sur le civisme fiscal dans une approche prospective afin de les amener à connaître leurs droits en tant que contribuables et de respecter les obligations fiscales. C'est une activité qui cadre parfaitement avec les objectifs de la Chambre de commerce, notamment sur le programme de renforcement de capacité des opérateurs économiques. Ainsi, vous aurez à suivre des communications portant sur les obligations fiscales, le calendrier fiscal, ainsi que les procédures à suivre en cas du contentieux avec l'administration fiscale. Vous constatez donc avec nous tout intérêt qui règle cette journée, dont les conclusions, j'ose espérer, enrichir de manière positive et significative la relation entre la Direction générale des impôts et les contribuables. En effet, ce projet de service fiscal montre bien la volonté et l'ouverture de l'administration fiscale à accompagner les opérateurs économiques dans l'exercice de leurs fonctions, de leurs activités en toute quiétude. Je ne doute point que les échanges que vous aurez sur ces thèmes déboucheront sur des recommandations pertinentes en vue d'améliorer la relation avec notre partenaire de tous les jours. En fait, pendant longtemps, on s'est fermé sur nous-mêmes, on a juste une relation entre contribuables et administration. Donc c'est une relation qui n'est pas des types ce qu'on appelle un peu ésotérique. Or, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'impôt, c'est l'affaire de tout le monde. Nous, on est des praticiens. Parce que si vous prenez l'architecture de l'État, l'impôt, c'est la loi qui l'institue. C'est le Parlement qui vote et consent l'impôt. Et donc, c'est le Parlement qui consent l'impôt et nous, on n'est que l'organe qui met en œuvre. Donc, c'est l'affaire de tout le monde. En réalité, c'est vraiment l'affaire de la société. Tout le monde doit s'y mettre pour que vraiment l'impôt soit le plus large possible. Dans le respect de la philosophie du système déclaratif, la Direction générale des impôts a pour ambition de promouvoir le suivi fiscal, c'est-à-dire l'accomplissement volontaire de l'obligation par les contribuables. Donc c'est cela la démarche. La démarche n'est pas que nous devons être comme des gendarmes derrière chaque citoyen contribuable ou derrière chaque entreprise contribuable, mais nous devons faire en sorte que chaque citoyen, connaissant lui-même l'intérêt de l'impôt, l'importance de la chose,
s'acquitte de manière spontanée de ses obligations. Et l'administration aussi, en retour, doit être à mesure de faciliter à chaque citoyen donc, le paiement de ses impôts. Donc, c'est une démarche de conscientisation. Bien évidemment, quand on est dirigeant d'un PME, ce que, a priori, on est déjà conscient qu'on a des responsabilités. Dans les PME, il y a création d'emplois. Qui dit création d'emplois, ça veut dire que vous avez des gens sous votre tutelle, donc vous êtes quelqu'un de responsable. Vous managez des gens, donc vous êtes déjà conscient. Mais la conscience que nous voulons, c'est cette culture de service fiscal, fondée sur vos droits et vos responsabilités. Vos droits, c'est quoi? En tant que citoyen ou en tant qu'usager, vous avez des droits. Vos responsabilités, c'est quoi? Vous avez des obligations en tant que contribuable, tout simplement. Donc, il y a des impôts que vous devez payer par vous-même. Il y a des impôts dont vous avez la charge de collecter pour payer. Donc, vos responsabilités, il faut toutes les connaître d'abord. Donc, c'est cela l'objectif premier quand on est dirigeant de PME. Vraiment, on doit aussi se dire que la relation qu'on a avec la puissance publique, ce n'est pas une relation d'inquisition. Ce n'est pas une relation qui consiste à dire non, on va vous forcer à payer vos impôts. Non, ce n'est pas ça. Considérez que vous êtes responsable de vos actes, comme les autres actes de la vie civile que vous faites. Le paiement des impôts, c'est un acte de responsabilité parce que vous êtes un citoyen, parce que vous avez une puissance publique à entretenir. Le PME, c'est le poumon de l'économie. Donc, c'est extrêmement important qu'à chaque moment, on soit ensemble. Donc, vraiment, on doit échanger. Vous devez connaître, vous, votre qualité de PME et l'importance que vous avez pour l'économie. De la manière que vous créez des emplois, que vous créez des richesses, vous créez aussi des impôts pour l'État. Donc, et c'est cela aussi, vous participez à la croissance économique du pays. Donc, les micro-entreprises sont celles qui répondent aux critères et seuils suivants. Donc, les micros, c'est les plus petites entreprises. Avoir un effectif de 1 à 3 employés. Donc, tenu d'une comptabilité allégée en interne. Ça, c'est, dans notre contexte, c'est assez difficile toujours, parce que le degré d'alphabétisation de beaucoup de nos PME ne permet pas aux gens de tenir une comptabilité en tant que telle. Tout est dans la tête, mais lorsqu'il s'agit de fournir, ça devient un problème. Mais ça fait partie quand même des critères des PME, de micro-entreprises. Inscription au répertoire des métiers. Ensuite, la réalisation des chiffres d'affaires annuels hors taxes inférieurs ou égal à 10 millions de francs. Donc, bien évidemment, dès que vous créez la structure et que vous remplissez les premiers critères, donc même si vous n'atteignez pas un certain seuil de chiffre d'affaires, vous êtes une PME, donc ça c'est ce critère de chiffre d'affaires. Mais en réalité, ce critère vise à exclure à partir du seuil supérieur à 10 millions, donc vous n'êtes plus une micro-entreprise, vous verrez bien, vous allez passer au seuil de petite entreprise. Donc les petites entreprises sont celles qui répondent aux critères suivants, effectif de 4 à 10 employés. Donc si vous avez moins de 10 employés, là vous êtes considéré comme étant une petite entreprise. La tenue d'une comptabilité allégée en interne ou avec l'aide d'un professionnel agréé, dès que vous dépassez le seuil de micro-entreprise, il est préférable quand même de tenir une comptabilité allégée. Et si vous n'avez pas la possibilité, et c'est pour ça d'ailleurs que le CGA est là, donc les CGA, non seulement ils vont vous aider à tenir votre comptabilité, mais en plus, vous bénéficiez de réductions fiscales. Donc c'est pour ça qu'il serait bien quand même que vous partiez vers le CGA lorsque vous avez le seuil de moyenne entreprise, de petite entreprise. Donc l'inscription au registre du commerce et du crédit immobilier. Ensuite, la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel hors taxe supérieur à 10 millions de francs et inférieur à 50 millions de francs. Donc, dès l'instant que votre chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions, mais qu'il est inférieur à 50 millions, donc en ce moment, vous êtes considéré comme une petite entreprise. Ce n'est plus une micro-entreprise. Donc, investissement minimum de 1 million. Alors là vient le seuil d'investissement minimum. Dans le cas de la micro-entreprise, il n'y a pas d'investissement minimum. Mais lorsqu'il s'agit de petites entreprises, il faudrait au moins un investissement minimum de 1 million. Donc, parce que c'est vrai que pour pouvoir créer 4 à 10 emplois, il faut quand même avoir fait un investissement minimum de 1 million de francs. Et qui dit investissement s'entend, ce n'est pas forcément le cash. Ça peut être en nature, donc parce qu'on regarde la valeur des investissements et ce que ça apporte à l'activité. Les moyennes entreprises sont celles qui correspondent aux critères suivants. Là, c'est de 11 à 50 employés, premier critère. Deuxième critère, la tenue régulière d'une comptabilité selon le système normal en vigueur
au Niger et certifié par un membre inscrit à l'ordre national des experts comptables et comptables agréés, compatible avec les dispositions de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Donc, l'inscription au registre de commerce et de crédit mobilier, l'investissement minimum de 5 millions de francs CFA et le chiffre d'affaires annuel hors taxe supérieur à 50 millions et inférieur à 500 millions. Donc, jusqu'à 500 millions de chiffre d'affaires, vous êtes considéré comme une moyenne entreprise. Et au-delà, bien évidemment, c'est une grande entreprise. Donc, pour l'instant, c'est vous qui nous intéressez, les micros, les petites et les moyennes, c'est vous qui nous intéressez. Et voilà les critères établis par la charte des PME et qui définissent de manière très concrète qu'est-ce qu'on entend par PME, petite et moyenne entreprise. Donc, si vous relevez de ces critères, vous êtes une PME et vous nous intéressez pour l'instant dans le cadre de cette sensibilisation. Tout simplement parce que vous êtes plus nombreux. Aujourd'hui, les grandes entreprises, même s'ils produisent beaucoup de chiffres d'affaires, en termes d'importance économique, je n'ai pas fait de statistiques, mais je me dis que si on fait le cumul des emplois créés par les petites et moyennes entreprises au Niger, si vous faites le cumul avec les emplois créés par les grandes entreprises, tellement les petites et moyennes entreprises sont nombreuses que probablement vous créez plus d'emplois. Et probablement, donc, votre apport à l'économie devait être beaucoup plus grand en réalité. Mais on n'arrive pas peut-être à quantifier comme il se doit. C'est en effet une manière pour la Direction générale des impôts de faciliter la communication entre les contribuables de la DGI, car la question de la fiscalité, notamment le paiement des impôts, reste encore un défi à relever au Niger. Le service fiscal au Niger, il y a des entreprises, les commerçants, ils font de leur mieux. Mais quand même, beaucoup reste à faire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Direction générale des impôts mobilise pratiquement les 3/4 des ressources internes que le Niger a besoin. Et vous voyez, les ressources là, les besoins là sont toujours croissants. Donc il faudrait que l'État cherche à mobiliser le maximum. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on va continuer à solliciter les entreprises structurées qui paient toujours leurs impôts ou bien il faut chercher ailleurs? Donc c'est pourquoi on a songé à créer un comité à travers un projet qui va se charger de la sensibilisation maintenant du secteur des petites et moyennes entreprises. Parce que les petites et moyennes entreprises constituent vraiment un pan assez important de l'économie, mais malheureusement, elles ne contribuent pas à la hauteur de l'attente du gouvernement. Quand on a créé ce comité, il faudrait qu'on améliore les rapports entre l'administration fiscale et les usagers. Il faudrait qu'on parte de l'aspect répressif de l'impôt à une approche participative. Il faut que le citoyen sache qu'il se sente du moins à l'aise face à un agent des impôts ou bien quand il se rend à la DGI, il faut qu'il se sente à l'aise. Il faut qu'il se sente comme s'il part peut-être au grand marché, comme il part au cinéma. Il faut qu'il se dise vraiment c'est un service public, comme n'importe lequel. Donc il faudrait qu'on améliore le rapport qu'il y a entre l'administration fiscale et les contribuables. Donc si on améliore ces rapports, on va amener le contribuable à bien s'acquitter de leurs obligations. C'est ça l'objectif visé. Il faut noter que cette initiative a vu la participation financière de l'ambassade de France au Niger. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi cette édition Business Challenge. Nous vous donnons rendez-vous sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook, où vous pouvez nous envoyer vos commentaires et suggestions. Nous vous proposons aussi de faire un détour sur notre site web businesschallengeniger.com et vous pouvez continuer à interagir avec nous. N'oubliez pas notre fil Twitter sur lequel vous pouvez aussi nous contacter. Restez en compagnie de Business Challenge. À la semaine prochaine. Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise.